Au fil des années, nous avons réussi à obtenir des réponses à la plupart de nos questions sur la planète sur laquelle nous vivons, grâce aux nombreuses découvertes archéologiques que nous avons faites. Cependant, l'archéologie n'a pas toujours été aussi claire, car certaines découvertes ont suscité de nombreuses controverses quant à leur réalité et à la manière dont elles ont été trouvées. Rejoignez-nous pour explorer certaines des découvertes archéologiques les plus controversées et pourquoi ces découvertes ont suscité des conversations entre les gens. Numéro 1. Enfant Bouddha, en 2018, les cinéastes Anda Champ et Shane Thompson cherchaient du matériel pour un documentaire sur l'exploration française de l'Australie. Ils ont utilisé des détecteurs de métaux à Shark Bay, en Australie occidentale, et ont trouvé un rare Bouddha de la dynastie Ming, en particulier une petite statue de bébé Bouddha. Cette révélation surprenante a généré une controverse, certains pensaient que c'était un faux, tandis que d'autres se demandaient comment une statue de la dynastie Ming avait fini par se retrouver en Australie. Les experts ont déterminé son authenticité après un certain temps, mais le mystère de son origine persistait. La statue, haute de 15 cm et pesant 1 kg, datant soi-disant de plusieurs centaines d'années en Chine, a suscité des spéculations sur sa présence en Australie. On pense que les explorateurs de la dynastie Ming l'ont pris entre 1368 et 1644 après JC et qu'il a été enterré environ 150 ans avant sa découverte. Il existe cependant des opinions sceptiques. Bien que des navires aient entrepris des expéditions en Asie du Sud-Est, rien ne prouve qu'ils aient atteint l'Australie avant les explorateurs européens au XVIIe siècle. Les théories diffèrent, certaines pensent que la statue a été abandonnée par des perliers ou des pêcheurs chinois dans les années 1870 dans le cadre d'un canular. L'incertitude quant à la véritable origine du Bouddha ne pouvait être résolue qu'en fouillant le site. Numéro 2. Médaillon du pharaon. Cette découverte concerne le pharaon Akhénaton, un ancien et célèbre dirigeant. Akhénaton est connu pour son apparence particulière, qui ressemble à celle d'une femme, ce qui est inhabituel pour un dirigeant masculin. Il était le père de Toutankhamon et le mari de Néfertiti, une reine controversée. Son médaillon est le plus discuté, car il montre une sorte de vaisseau royal ou de disque ressemblant à une soucoupe volante avec une tête semblable à celle d'un extraterrestre sur le dessus. Cela a conduit à un débat sur la question de savoir si les extraterrestres étaient liés à l'Égypte ancienne. Cependant, le médaillon n'existe qu'en photo, nous ne pouvons donc pas être sûrs de ce qu'il signifiait réellement pour les Égyptiens. Numéro 3. L'évolution animale. En plus de réfléchir à la façon dont le premier être humain est apparu, vous êtes-vous interrogé sur la façon dont les animaux ont évolué? La vie existe sur Terre depuis environ 4,5 milliards d'années, mais pendant longtemps il n'y avait que des bactéries. Les informations sur l'évolution des animaux proviennent principalement de fossiles, tels que des coquilles et des os. Bien que nous connaissions des fossiles durs datant de plus de 500 millions d'années, il existe une période antérieure où les animaux étaient mous et ne laissaient pas beaucoup de traces fossiles. On pense que les éponges sont les animaux les plus fondamentaux de l'arbre de l'évolution et donc peut-être les premiers à apparaître. Bien qu'elles ne grandissent pas comme les animaux, les éponges le sont, ils se nourrissent en absorbant l'eau avec de la matière organique et en utilisant de l'oxygène. Même si nous pensons que les éponges existaient il y a des centaines de millions d'années, il n'existe pas beaucoup de fossiles de cette période. En effet, les éponges ne comportent pas de parties dures, telles que des coquilles ou des os, ce qui rend difficile la recherche de preuves de leur existence dans les roches anciennes. Si nous confirmons que les éponges vivaient à cette époque, cela signifierait que les animaux existaient bien plus tôt qu'on ne le pensait. Numéro 4. La Porte des Dieux. En 1996, un guide touristique nommé José Luis Delgado Mamani a découvert une porte inhabituelle près du lac Titicaca en Amérique du Sud. Elle s'appelle Aramumuru ou Porte des Dieux et a suscité une controverse en raison de son origine et de son objectif. Pendant plus de 4000 ans, la zone autour du lac et des montagnes a été habitée par des communautés indigènes, dont les Incas, dirigés par Cusi Inca Yupanqui.
Les Incas considéraient le lac comme le début du monde et un lieu pour les esprits après la mort. La structure Aramumuru, qui mesure 7 mètres de haut et de large avec une petite porte au milieu, est considérée comme un lieu de pèlerinage et de culte doté de pouvoirs spéciaux. Bien que l'on ne sache pas d'où il vient, on pense qu'il existait avant les Incas et que les communautés amérindiennes ont des histoires à son sujet. On dit que c'est un portail pour voyager vers d'autres mondes et que les dieux l'utilisaient. Ceux qui ont frappé à la porte disent ressentir de la paix. Bien qu'il soit plus ancien que les Incas, son nom vient d'une légende inca dans laquelle un prêtre nommé Aramumuru s'échappa des Espagnols avec un disque d'or appelé la clé des dieux des 7 rayons, le plaça à la porte de pierre et disparut à travers lui. Les Incas sont tombés aux mains des Espagnols en raison des invasions, des maladies et de la perte de ressources, entraînant la fin de leur empire. Numéro 5. Tombeau de Jésus. Même si vous n'êtes pas chrétien, il est probable que vous ayez entendu parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Les premières histoires sur son enterrement se trouvent dans les évangiles canoniques, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, écrits quelques décennies après la crucifixion de Jésus en l'an 30 après J.C. Bien que les détails varient selon les 4 livres, ils racontent tous comment Jésus a été enterré dans un tombeau creusé dans la roche appartenant à Joseph d'Arimathie, un riche disciple juif. Les archéologues ont découvert plus de 1000 tombes similaires taillées dans la roche autour de Jérusalem. Chacune avait autrefois des chambres funéraires avec de longues niches sur les côtés pour les corps individuels. L'une des découvertes les plus remarquables a été l'église du Saint-Sépulcre, censée marquer l'emplacement d'origine du tombeau de Jésus. Bien que les textes religieux indiquent que Jésus a été enterré à l'extérieur de Jérusalem, près du Golgotha, où il a été crucifié, la tradition juive n'autorisait pas l'inhumation à l'intérieur des murs de la ville. Les murs ont ensuite été agrandis pour inclure le Golgotha et le tombeau, ce qui rend difficile la détermination de l'emplacement exact de son enterrement. Les archéologues de Jérusalem affirment cependant qu'il n'existe aucune preuve permettant d'exclure l'authenticité du site. Numéro 6. Le mécanisme denticitaire. En 1900, des plongeurs grecs de Symi étaient à la recherche d'éponges lorsqu'une forte tempête les emporta près de l'île denticitaire. Ils y trouvèrent une épave remplie de trésors grecs, dont le plus important était le mécanisme denticitaire, un objet de la taille d'un dictionnaire doté d'engrenages en bronze précis. Il a d'abord été négligé en raison d'autres découvertes passionnantes, mais ces engrenages sophistiqués de la taille d'une pièce de monnaie ont ensuite été remarqués. C'était surprenant, car on ne pensait pas que les Grecs de l'Antiquité utilisaient des engins aussi avancés. Le mécanisme réécrit ce que nous savons de sa technologie. On pensait autrefois que les Grecs n'utilisaient des engrenages que dans des moulins rudimentaires. Ce mécanisme simple mais impressionnant est unique. Bien qu'il existe un calendrier byzantin datant de 600 après J.C., des horloges astronomiques avancées sont apparues au XIVe siècle. Le mécanisme denticitaire, avec des engrenages précis à 1 mm, est différent. Cependant, pourquoi n'y avait-il pas quelque chose comme ça avant? Les experts estiment que, étant fabriqué à partir de bronze précieux, le mécanisme serait fondu pour être réutilisé s'il cessait de fonctionner. Sans le naufrage, il aurait disparu. Numéro 7. La cité perdue du dieu singe. Depuis des années, les archéologues entendaient des rumeurs concernant une ville située dans la jungle du Honduras, parfois connue sous le nom de « Ville Blanche » ou de « Cité perdue du dieu singe ». En 2015, la ville est passée du mythe à la réalité. La légende raconte que la ville a été fondée par des indigènes fuyant la conquête et le massacre provoqué par les conquérants espagnols. Les expéditions du début du XXe siècle n'ont trouvé que des rumeurs, et ce n'est qu'en 2010 qu'une nouvelle technologie appelée LIDAR, Light Detection and Ranging, a permis de progresser. L'analyse a révélé une vaste ville cachée dans la jungle, et les archéologues ont finalement réussi à se frayer un chemin à travers les arbres pour trouver l'ancienne ville abandonnée en 2015. Selon National Geographic, ce qu'ils ont découvert était étonnant, des structures en pierre parfaitement préservées et intactes, des pyramides, des sculptures,
récipients et vases, trône et table. Les recherches écologiques ont été lentes, mais le site a donné des résultats intéressants. Ce paradis préservé s'est avéré abriter une multitude de plantes, d'oiseaux, d'insectes et de reptiles en voie de disparition, et a été décrit par Conservation Internationale comme un refuge pour les espèces menacées. Douglas Preston faisait partie de la première expédition et a découvert autre chose, une maladie carnivore qui fait pourrir en premier le nez et les lèvres d'une personne. Oui, tous les explorateurs sont rentrés chez eux avec elle. Il est donc peut-être préférable de confier cette exploration aux professionnels. Numéro 8. La ville de Nan Madol. Nan Madol est une ville d'une beauté époustouflante. Il n'est donc pas surprenant que, selon Atlas Obscura, la vision de R.L. de Lhasa s'inspire de Nan Madol. Il est également salué par le Smithsonian, qui le qualifie de merveille d'ingénierie et de la seule chose qui reste des odules, qui étaient tout aussi religieux et cruels, et qui ont laissé derrière eux une ville de pierre que l'on croit encore abriter de nombreux fantômes. Effrayant, oui, mais les archéologues ont découvert quelque chose d'inattendu à l'intérieur des ruines. En 2016, on y a trouvé la clé pour percer le mystère de l'évolution de l'humanité de sociétés simples vers des sociétés plus complexes. Selon Saint-Stay, les datations par série d'uranium ont permis aux chercheurs de situer la date de construction de la tombe d'un ancien chef entre 1180 et 1200. La taille de la tombe est également significative, car les historiens disent que, grâce à cette découverte, ce qui équivaut à une évolution récente d'une société simple vers une société plus complexe, gouvernée par un seul chef sur une série d'îles et de tribus, a été découverte. L'histoire orale a également joué un rôle crucial. Ceci est important car cela donne l'espoir aux archéologues qu'ils seront capables d'identifier l'événement qui a conduit à la réorganisation de la société Nan Madol en une société dirigée par un chef qui exerce un grand pouvoir. Cette découverte pourrait aider à comprendre comment les sociétés ont évolué au fil du temps. Numéro 9. L'or perdu des Incas. L'histoire de l'or des Incas commence au XVe siècle, lorsque l'explorateur espagnol Francisco Pizarro exigea une rançon. Si les Incas lui apportaient une pièce pleine d'or, il libérerait le roi Atahualpa. Heureusement, les Incas commencèrent à collecter la rançon, mais malheureusement Pizarro, impatient, fit exécuter le roi. C'est là que l'histoire devient trouble. La rançon aurait été cachée quelque part dans une grotte secrète, mais il existe des preuves qu'elle a été découverte à plusieurs reprises. La première fois, c'était environ 50 ans plus tard, lorsqu'un Espagnol nommé Valverde a obtenu de l'argent en disant que la famille de sa femme Inca lui avait montré où se trouvait le trésor. Il a laissé des instructions pour le trouver, mais le guide et la carte ont disparu jusque dans les années 1850. Ce n'est qu'en 1886 qu'un chasseur de trésors nommé Bablac enquêta et rapporta avoir trouvé le trésor. Il a décrit des figures humaines, d'oiseaux et d'animaux grandeur nature faites d'or et de bijoux, des vases en or remplis d'émeraudes et les plus belles œuvres d'orfèvrerie qu'on puisse imaginer. Black a pris ce qu'il pouvait emporter et est parti avec l'intention de revenir, mais a disparu sur le chemin du retour à New York. Toutes les tentatives pour le retrouver ont échoué. Où est-il passé et quelqu'un d'autre peut-il trouver l'or? Numéro 10. Le pays de Punt dans les temps anciens. Les Égyptiens étaient experts dans le choix de cadeaux élégants, même pour les pharaons. Lorsqu'ils voulaient quelque chose de luxueux, ils allaient dans un endroit appelé Punt. Là, ils trouvèrent des trésors d'or, de l'encens parfumé et de la myrrhe. Parfois, ils récupéraient même des babouins de cet endroit. Depuis la découverte de Punt, les chercheurs recherchent l'emplacement de cet ancien site commercial qui approvisionnait l'Égypte en pierres précieuses, épices, ivoire et animaux. Bien qu'il n'existe pas de carte ancienne pour les guider, des indices intéressants nous sont parvenus des babouins. Les scientifiques ont étudié les momies de babouins et analysé le strontium présent dans leurs os, leurs cheveux et leurs dents, les comparant aux babouins d'Afrique d'aujourd'hui. Il s'est avéré que certains venaient d'Égypte, mais d'autres d'Éthiopie, d'Érythrée, de Djibouti, de Somalie et du Yémen.
À une certaine époque, toutes ces zones étaient considérées comme faisant partie du territoire de Punt. Cette recherche nous renseigne non seulement sur les anciennes routes commerciales qui ont influencé l'histoire, mais souligne également la nécessité d'explorer davantage l'Érythrée et la Somalie. Qui sait quels secrets pourraient y être découverts? Numéro 11. Détail de la construction de la Grande Pyramide. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante à Ardin, un ancien port de la mer Rouge. Là, ils trouvèrent des fragments de papyrus inscrits, les textes les plus anciens trouvés en Égypte. Parmi eux se trouvait un document datant de la 27e année du règne du pharaon Khéops, détaillant la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. Les inscriptions et hiéroglyphes, rédigés il y a plus de 4500 ans par l'inspecteur Mead, racontaient le quotidien des ouvriers. Ils ont enregistré le transport de blocs de calcaire depuis Tura le long du Nil et des canaux pour aligner la pyramide, un voyage de 2 ou 3 jours. Le vizir, demi-frère du pharaon, supervisa le projet. D'autres documents détaillaient des projets similaires, comme la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces découvertes soutiennent la construction humaine des pyramides et démystifient les idées d'intervention extraterrestre. Numéro 12. Momification dans l'Égypte ancienne. Le but de la momification dans l'Égypte ancienne n'était pas de préserver les corps pour la vie après la mort, comme beaucoup l'ont toujours supposé. Au lieu de cela, il semble que ce processus élaboré ait davantage à voir avec le fait de guider le défunt vers une existence divine. Cette nouvelle perspective pourrait changer ce que nous avons appris sur les momies. Campbell Press, le conservateur du musée d'Égypte et du Soudan, l'a expliqué lorsqu'il a noté que cela changeait ce que nous avions depuis le début. Il semble que les chercheurs occidentaux de l'époque victorienne aient été les premiers à diffuser des informations erronées sur la préservation, liant à tort les pratiques de l'Égypte ancienne à la manière dont le poisson est conservé, toutes deux impliquant du sel. Cependant, le sel utilisé par les Égyptiens était très différent de celui utilisé pour conserver le poisson. Ce sel spécial était un mélange de carbonate de sodium, de bicarbonate de soude, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. Il était naturellement abondant autour des lits des lacs du Nil et jouait un rôle crucial dans son processus de momification. Par conséquent, il s'est avéré que le but de la momification était beaucoup plus complexe et spirituel que nous le pensions initialement. Numéro 13. Statue d'Iorite de Khafré. Au Grand Musée égyptien du Caire, se distingue la statue de Khafré, une œuvre ancienne étonnante également appelée Chéphren intronisé. Taillée dans la diorite, une pierre sombre, c'est une pierre rare. Alves Mediet, premier directeur du service des antiquités égyptiennes, l'a découvert en 1860 dans un puits situé sous le temple de la vallée de Khafré. La statue représente le puissant pharaon de la 4e dynastie, assis sur un trône à pattes de lion. Son regard intense, son poing fermé et sa main tendue capturent sa présence imposante. Le cobra et la coiffe de Néhem symbolisent la protection divine. Les hiéroglyphes racontent son rôle dans l'unification de l'Égypte et le faucon sur son dos représente le dieu protecteur Horus. Cette statue présente les compétences des anciens Égyptiens, fusionnant idéalisme et naturalisme dans des pierres telles que le quartzite et le calcaire gris. L'influence de Khafré a marqué l'iconographie royale et a mis en évidence le lien étroit entre les pharaons et le divin. Numéro 14. Momie à la langue d'or dans les ruines d'Osirinchu. Récemment, des archéologues ont fait une découverte étonnante dans les ruines d'Osirinchu. Ils ont trouvé 2 tombes contenant des momies datant d'il y a environ 2500 ans. La surprise est venue lorsqu'ils ont réalisé qu'un tombeau n'avait jamais été ouvert. À l'intérieur, Afterfan Milano, de l'Université de Barcelone, a trouvé un sarcophage en calcaire avec un homme momifié. À côté se trouvait une amulette scarabée, 4 récipients à baldaquin utilisés pour la momification et plus de 400 petites figures funéraires en terre cuite vernissée. Il est intéressant de noter que la momie avait une langue dorée dans la bouche, une pratique permettant de communiquer avec le dieu Osiris aux enfers. Dans la culture égyptienne antique,
Une momie similaire, avec une langue dorée, avait déjà été découverte à Alexandrie. Numéro 15. La pierre de Rosette. Lors de la campagne de Napoléon Bonaparte, menée par l'audacieux Pierre-François, un groupe de soldats découvre la pierre de Rosette. Cela s'est produit à environ 35 miles à l'est de la très animée Alexandrie, dans un endroit aujourd'hui appelé Rosetta. La pierre de Rosette est une véritable merveille composée de basalte noir. Il mesurait près de 4 pieds de long et s'étendait sur 2 pieds et demi de large. Cependant, ce qui le distinguait, ce sont les inscriptions anciennes gravées sur sa surface dans 3 langues différentes, le grec, les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture démotique égyptienne. À cette époque, seul le grec pouvait être compris, et les 2 autres textes restaient un mystère. Plus tard, des brillants comme Thomas Young et Jean-François Champollion se sont impliqués et ont décidé de déchiffrer le code, découvrant la vérité grâce à leur intelligence et leur détermination. Ils ont découvert que l'inscription grecque contenait le même message que le texte en hiéroglyphes et en écriture démotique. Dans les temps anciens, ces dalles de pierre étaient très importantes, traitées avec respect et placées dans des temples importants dans toute l'Égypte. Aujourd'hui, la pierre de Rosette se dresse dans les grandes salles du British Museum comme un pont reliant la compréhension ancienne et moderne. Cependant, un débat est en cours et des voix s'élèvent en Égypte pour réclamer le retour de la pierre dans son pays d'origine. Ils croient que le ramener contribuera à préserver son riche patrimoine et sa culture, en sauvegardant l'héritage de la civilisation remarquable qui prospérait autrefois le long des rives du Nil. Numéro 16. Remède grec contre la gueule de bois. D'après un papyrus grec récemment traduit, un fait intéressant est apparu. Un remède contre les maux de tête après avoir bu. Le papyrus suggérait que la personne concernée attache autour de son cou les feuilles d'un buisson appelé Nepeta. Même s'il savait que cela pouvait soulager les maux de tête, à l'époque, il n'était pas clair si cela fonctionnait particulièrement contre la gueule de bois. Ils avaient également recours à des tisanes et au miel pour soulager les maux d'estomac. Ce traitement ancien a été retrouvé sur un papyrus vieux de 1900 ans découvert à Oxyrhynchus par des chercheurs. Étudier et publier de tels papyrus a pris un siècle. Dans le volume 80 de la publication, près de 30 papyrus médicaux d'Oxyrhynchus ont été révélés, traitant de divers problèmes médicaux, des hémorroïdes et des ulcères au sujet dentaire et aux fragments sur la chirurgie oculaire. Numéro 17. L'ancien temple dédié à Zeus. Les archéologues ont trouvé les restes d'un ancien temple dédié à Zeus Kaiès, une divinité qui mélange les caractéristiques de Zeus et du dieu climatique Kesha. Ces ruines ont été découvertes à Tel El Farama, dans la partie nord-ouest du Sinaï. À l'époque gréco-romaine, la ville s'appelait Pelusium et avait une valeur historique en tant que port et forteresse. Elle a traversé différentes époques, depuis les pharaons égyptiens jusqu'aux périodes chrétiennes, byzantines et islamiques. Mustapha Baziri, du Conseil suprême des Antiquités, a expliqué que l'accent mis sur le temple est venu de la découverte de colonnes de granit qui constituaient autrefois l'entrée, mais qui ont été laissées en ruine à cause d'un ancien tremblement de terre. Ces colonnes ont été transportées d'Assouan, dans le sud de l'Égypte. Des inscriptions grecques trouvées par l'égyptologue Jean Clary évoquent également l'existence du temple à l'époque gréco-romaine.